Bonjour à tous. Merci pour avoir démarré l'enregistrement, Amandine. Donc, bienvenue pour ce premier webinaire de l'année qui sera sur le financement des exploitations. Donc, la tradition veut que je rappelle globalement le double objectif de ces exercices de webinaire qu'on avait démarré pendant la pandémie en 2020 pour quelque part garder le contact. Mais bon, je pense que tout le monde a apprécié et on s'est dit que ça valait le coup de continuer et de poursuivre ce double objectif d'un côté pour les intervenants d'avoir une opportunité pour partager leur expérience et du coup aussi de prendre un peu de recul par rapport à leur pratique et pour les participants de pouvoir découvrir d'autres expériences, avoir une source d'inspiration aussi pour ses propres actions. Donc, je n'ai pas fait le point de combien de participants, mais on est bien, je pense que l'invitation a bien été relayée. Et donc, pour dire aussi, préciser que en amont de ce webinaire, on s'est aussi inspiré des attentes qui nous avaient été communiquées par certains d'entre vous via le formulaire Google qu'on avait partagé. Donc, on a essayé de prendre en compte dans l'élaboration du webinaire avec les intervenants. Donc, avant d'aller voir les intervenants qui vont se présenter, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Jérémy, je suis chargé de projet à FERT, basé à Paris. Et avant de rejoindre des équipes de FERT, j'ai eu une expérience dans la microfinance. Donc, c'était aussi un petit peu la raison pour laquelle on m'a proposé d'animer ce webinaire. Donc, maintenant, je vais demander à nos intervenants de se présenter succinctement. Donc, on va commencer par le Burkina. Agathe, je te laisse la parole. Merci Jérémy. Bonjour à tous. Je suis Agathe Guissou, représentante de FERT au Burkina. J'ai ici avec moi Béatrice Bonkoumou. Elle est agricultrice. On ne voit pas la vidéo, Agathe. Si OK. tu peux enlever le petit cache, ouais, parfait. C'est bon? Oui, ça marche. Ça marche? OK. Donc, je suis avec Béatrice Bonkoumou, agricultrice, membre de la coopérative Songola Panga de Pabré. Merci beaucoup. Donc, on va partir à Madagascar maintenant. Noëlson, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Noëlson, responsable des conseillers au sein de FIFATA Madagascar. Et à mon côté, à Barvelo, Fitanandrasana, agriculteur aussi et conseiller d'administration au sein même de FIFATA. Et aussi président du collège agricole. Je laisse présenter aussi. Bonjour à tous. Fitanandrasana Lucien Barvelo, comité administratif FIFATAM et aussi président du collège agricole Ambundrumistre. Agriculteur, formateur, GEVEC. Merci beaucoup Barivel, pour l'effort des présentations en français. Donc maintenant, je vais passer du côté de la France, en région parisienne, avec Jean-François. Je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à toutes et à tous. Jean-François Isambert, je suis agriculteur à 30 km au sud de Paris, sur une agglomération de 400 000 habitants, l'agglomération d'Évry. Je suis aussi vice-président de l'Association générale des producteurs de blé et président de FERT. Merci beaucoup. Donc Jean-François sera notre grand témoin aujourd'hui. Alors, je vais parler un peu du déroulé du webinaire. Donc, on aura 3 grands temps avec un premier temps sur les GEVEC, groupe villageois d'épargne et de crédit, avec les témoignages de Noëlson et de Barivel. Ensuite, donc un partage sur le dispositif d'épargne intrant qui a été accompagné par FERT avec plusieurs OP au Burkina Faso, avec là le retour et le partage de Béatrice et Agathe.
Et donc, on finira par un temps de discussion, échange initié par Jean-François. Donc, comme d'habitude, les règles globales comment ça se passe dans les webinaires, c'est un peu les mêmes choses. Hein. Lorsque on vous demande de bien couper vos micros quand vous êtes en écoute. Lorsque vous prenez la parole, présentez, dites votre nom, l'organisation dans laquelle vous travaillez et le poste que vous occupez pour qu'on comprenne bien d'où vous parlez. Et ensuite, pour les questions, je vous explique un peu comment ça se passe. Ce qu'on a imaginé, c'était d'avoir après chaque témoignage, Madagascar puis Burkina Faso, des questions-réponses très courtes. On souhaiterait que vous vous concentriez sur vraiment des questions d'éclaircissement pour aller vite. Et s'il vous plaît, je vous demanderai de faire aussi des questions bien concises quand elles sont adressées à Baridel et à Béatrice, parce qu'il y aura un peu de traduction. Et ensuite, on aura un temps pour vraiment les questions de fond. Si vous voulez les garder plus pour le troisième temps du webinaire, on pourra débattre plus en profondeur par rapport au contenu que vous avez entendu. Donc voilà, donc le webinaire, comme je disais, est bien enregistré. Amandine a lancé l'enregistrement. Et à la fin, j'essaierai de faire une petite synthèse des messages clés qui se seront échangés entre les témoignages et les questions et les débats. Et on vous proposera aussi de faire une petite évaluation via un sondage où on vous partagera le lien, qu'on vous proposera de faire vraiment juste après le webinaire. Ça prend 2 minutes. Donc voilà, on fera tout ça à la fin, si le temps le permet bien. Donc juste un dernier point avant de laisser la parole aux intervenants pour un peu introduire le sujet. Donc déjà, de rappeler pourquoi on a choisi le financement des exploitations comme sujet. Donc c'était le sujet qui était on va dire, au cœur de vos préoccupations ou de vos attentes, parce que c'est ce qui était remonté en premier dans le sondage qu'on avait fait en fin d'année dernière pour savoir par où on allait commencer dans les webinaires. Donc voilà, ça, la première raison. Et puis ensuite, je pense que c'est ce qui explique aussi que ça soit au cœur des préoccupations, c'est un peu ces 2 constats forts qu'on peut faire quand on commence à regarder de plus près le financement de l'agriculture familiale. C'est d'un côté des besoins très importants et de l'autre, pas beaucoup de solutions apparemment qui existent. Donc, les besoins très importants, je pense que tout le monde ici comprend pourquoi on parle de besoins très importants. Il y a des besoins qui sont liés à la nature des activités même de l'agriculture, avec un décalage important dans l'année entre les entrées et les sorties, qui génèrent des enjeux importants de trésorerie. On a aussi des besoins en investissement pour avoir de l'équipement adapté et performant sur l'exploitation. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et d'un autre côté, sur le peu de solutions, on voit que spécialement dans le contexte africain, après les indépendances, en gros, on a eu des dispositifs qui ont été mis en place par les États pour assurer le financement de l'agriculture familiale, qui se finançaient à partir de fonds publics et de prélèvements sur les cultures de rente, mais ces dispositifs, qui étaient des caisses de dépôt, ont complètement explosé dans les années 80 avec les crises de la dette. À la suite de ça, on a eu l'essor de la microfinance qui a connu une forte croissance dans les années 90 et début 2000. Mais bon, 30 ans plus tard, on voit que c'est un secteur qui peine tout de même à financer l'agriculture familiale parce que trop risqué. Et en autre option de financement, on a les subventions, mais voilà, quoi, ça reste quand même assez limité et souvent aussi assez prescriptif pour les agriculteurs et leurs organisations. Donc finalement, c'était un peu à partir de ces constats-là que les solutions de financement, on va dire exogènes ou institutionnelles, soient assez faibles pour répondre aux besoins des petits producteurs, que nous avions choisi de vous parler aujourd'hui de dispositifs gérés et financés par des agriculteurs, par des producteurs pour eux-mêmes résoudre leurs problèmes.
Donc, voilà un peu le cadre. Et je vais laisser du coup maintenant la parole à Madagascar pour revenir sur l'expérience des GEVEC. C'est à vous. Oui, merci Jérémy pour cette introduction. Donc, je vais partager un peu le déroulé de notre partage d'expérience. Donc, au début, Barfil va partager son témoignage en tant qu'agriculteur et après, on va parler de quelques évolutions ici à Madagascar et les principes du GEVEC ainsi que les enseignements qu'on avait tirés de ces expériences-là. Donc, je donne la parole à Barfil pour son témoignage et je traduis petit à petit, séquence par séquence, son intervention. Misaotra betsaka indrindra ny Noelson. Mamerina ny arahaba ho antsika rehetra. Ny GEVEC dia tsy vaovao ao anatin'ny FIFATA fa efa niainana sy nisy hatramin'izay. Ary no hamafisina ny GEVEC amin'izao fotoana izao satria hita ny fahasahiranan'ny olo ary ny GEVEC dia anisany mamaly an'izay, manala ny fahasahiranan'ny olona izay. Ary mirobiroby ihany koa ny famokarana eny ambanivohitra dia hita zany fa ny GEVEC dia anisany tsotra nefa mahomby amin'izay lafiny ara-bola izay. Donc là, Barfil a partagé que le GEVEC est un outil, un service de financement vraiment à l'aide aux besoins des petits producteurs pour apporter du soutien financier aux besoins immédiats, aux besoins pour financer ces aspects de production. Voalohany aloha ny GEVEC dia tsotra ny fanatanterahana azy, tsisy ny procédure maro fa tsotra. Izany hoe ianao no mandrotsaka an'ilay anjara dia ianao ihany koa mindrana ary mampiasa an'ilay vola. Tsisy ny hoe filana karatra na inty certificat de résidence, tsisy taratasy maro zany fa tsotra ny fanatanterahana azy ary misy ny fitsipika ifampifehezan'ny mpikambana. Donc l'accès à ces crédits et ces financements-là, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup de procédures, même des CIN ou des résidences, certificats de résidence et tout ça pour accéder pour faire des emprunts ou des crédits. Donc c'est plus efficace et plus adapté au contexte local pour les producteurs. Ny GEVEC ihany koa dia ahafahana mampitombo ny vola ampiasain'ny tokantrano indrindra fa ny filière. Amin'izao fotoana izao ny tantsaha dia misedra olana amin'ny resaka maitsoahitra fa noho ny fisian'ny GEVEC zany dia afaka maka vola izy ampiasainy amin'ny filana ao an-tokantrano indrindra fa ny fampitomboana ny fampiroboroboana ny filière zany izay ataony. Ahafahany mividy ohatra ny amin'ny resaka zezika, ny vaksiny ho an'ny akoho gasy ary ireo fitaovam-pianarana ihany koa dia vita ao anaty voavahan'ny fisian'ny GEVEC zany. Donc, le GEVEC aide surtout pendant les périodes difficiles, les périodes de soudure pour les producteurs parce qu'ils peuvent emprunter au sein du GEVEC pour pouvoir acheter les intrants, la vaccination pour les cheptels et pouvoir développer ainsi la filière même pendant les périodes très difficiles du trésorerie du ménage et parfois même pendant les rentrées scolaires et tous les petits besoins en trésorerie pour les ménages. Amin'ny fiafaran'ny tsingerina dia afaka manam-bola zany ilay mpikambana tsirairay dia afaka manao zavatra goavagoavana ohatra hoe manolo tafotrano, mividy fitaovam-pamokarana ohatra hoe brouette na masomboly maromaro kokoa hoentiny mampitombo ny filana ao an-tokantrano. Donc, au moment du fin du cycle, où il y a partage des épargnes fait par les membres, donc là, les membres peuvent acheter ou investir sur leur habitation, par exemple les toits des maisons, des brouettes, d'autres matériels nécessaires dans le développement de son exploitation agricole familiale.
Ny GVEC ihany koa dia anisany tombony ilay fanamafisana ny firaisan-kinan'ny mpikambana eo an-toerana, dia misy ihany koa moa ny fifamangina raha sanatria fifamonjena rehefa misy ny sanatria ka hoe marary, tsy hoe ny marary ihany fa misy koa ny fahasoavana avy dia misy ny famangina izay atolotra izay voasoratra mialoha ao anatin'ny assurance. Ny GVEC ihany koa misy ilay atao hoe sosialy dia azahoana tsikelikely ireo fitaovana ampiasaina ao tokantrano, indrindra moa ny vehivavy dia ahafahana mividy vilany, menaka amin'ny fiafaran'ny tsingerina, ohatra fotsiny ireo fa efa betsaka ny fitaovana madinidinika izay hazo avy amin'ny volany sosialy. Donc, il y a aussi l'amélioration de la solidarité sociale des membres et aussi une caisse d'assurance quand il y a maladie et quand il y a aussi besoin de petits ustensiles de cuisine en fin de cycle. Donc, par fil, il a mentionné que cette intégration dans le groupement GVEC a amélioré la solidarité sociale au sein de son groupement. Ary ny tena zava-dehibe ny GVEC dia anisany maniraka anao hamorona asa na hoe hanitatra bebe kokoa ny famokarana izay atao. Ny mahatonga anao moa zany hoe manaparitaka n'ilay traikefa GVEC ao anatin'ny groupe FIFATA dia satria hita sy tsapa eo amin'ny toerana misy fa mampivoatra be dia be ny farom-piainan'ny tantsaha ilay GVEC dia tsy hay ny hitazona fotsiny an'izay mahazava-dehibe sy mampisy tombony izay, dia izay nahatonga ny groupe FIFATA naniraka mampiofana an'ireo OPR hafa amin'ny resaka GVEC. Donc, avec la disponibilité des montants à emprunter, tout ça, ça oblige un peu les producteurs à créer des esprits de travail, d'investissement, et c'est déjà une bonne chose parce qu'il y a le montant disponible pour faire fonctionner, pour développer la filière. Et aussi, par fil, il est paysan, animateur du GVEC. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il trouve les intérêts pour d'autres producteurs comme lui de tirer profit de ces services groupement GVEC. Et là, il est actuellement utilisé par FIFATA pour former d'autres groupements dans les régions. Izany hoe ny raha fitinina dia ny tanjona ny tantsaha dia mifampizara mba hanatanteraka ilay vina famokarana tantanam-pianakaviana matianina mifaninana ary miangeza. Misaotra indrindra to. Donc, en résumé, l'objectif, c'est d'atteindre la vision du FIFATA, de faire des partages entre producteurs pour atteindre la vision d'une exploitation agricole familiale qui s'agrandit et compétitive. Donc, merci à Barfield pour ces témoignages-là. Donc, là, comme Barfield a témoigné tout à l'heure, donc il y a vraiment intérêt fort des producteurs sur ces services de financement, surtout en ces périodes très difficiles. Donc là, sur le graphe, on voit bien au sein de FIFATA qu'en se référant seulement aux 3 dernières années, donc en 2019, on avait enregistré une 50aine de groupements et là, actuellement, l'année dernière, il y avait déjà 250 groupements qui ont été mis en place et qui ont été aussi fonctionnels et opérationnels dans les régions. Et sur le plan national, donc, il y a extension dans d'autres régions. Et sur le niveau local, il y a aussi accroissement des membres au sein même d'un groupement. Donc, un groupement, ils sont partis d'une 15aine de membres et après, actuellement, ils ont déjà 25 ou 30aine de membres qui sont intéressés sur ces services. Aussi, le GVEC apporte aussi des renforcements pour les organisations de producteurs de base parce que pour FIFATA, il y a déjà la structure qui a été existante et c'est au fil du temps que le service GVEC a été intégré
au sein des OPP. Donc, il y a renforcement de ces organisations-là parce qu'il y a réunion hebdomadaire. Donc, les producteurs vont se connaître avec ces différentes réunions. Et il y a aussi des disciplines à respecter. Donc, ça renforce donc la vie associative des groupements. Comme a témoigné aussi Barfield, c'est un recours rapide pour les petits besoins de financement, les achats d'intrants et d'autres petits financements pour investir dans son exploitation. Il n'y a pas vraiment de procédures à suivre, des paperasses à fournir. Et aussi, l'épargne que font les membres, ils peuvent utiliser pour prévoir les périodes difficiles. Par exemple, à Madagascar, les rentrées scolaires, les lancements des campagnes rizicoles qui demandent beaucoup de financement, beaucoup d'argent. Donc, sur le principe de fonctionnement du GEVEC, le service est autogénéré et aussi autogéré par les membres. Autogénéré, c'est-à-dire que ce sont les membres qui font le montant, la cotisation des montants à épargner aussi, à emprunter après, et autogéré parce que c'est les membres qui décident de ce qu'ils vont faire de ces montants-là. Donc, il y a donc établissement de règlements intérieurs bien détaillés et bien définis et aussi bien appliqués. Règlement intérieur spécifique à ce service GEVEC, parce que dans l'OP, il y a aussi d'autres services comme les stockages et tout ça, mais là, c'est vraiment spécifique pour le GEVEC. Et pour le GEVEC, c'est défini aussi pour un cycle de 9 à 12 mois. Donc, à la fin de ce cycle, il y a partage de l'épargne fait par les membres. Et les membres sont compris entre 15 à 30 personnes, 15 personnes parce que ce quorum de quinzaine de personnes, ça peut générer un montant que tout le monde peut emprunter. Et 30 personnes, donc parce qu'au-delà de ces 30 personnes, donc c'est plus il est plus difficile pour les membres de faire cette autogestion. Et il y a aussi achat de parts à chaque réunion hebdomadaire, 1 à 5 parts. Une part est définie comme un montant unitaire, défini par tous les membres pour un cycle donné. Par exemple, à 1 euro, une part égale à 1 euro. Donc, quelqu'un peut verser 5 euros, donc c'est égal à 5 parts. Et quand il y a il y a le montant disponible, donc les groupements peuvent passer aux emprunts pour une durée déterminée. Donc, ils ont défini entre 1 à 3 mois maximum, 3 mois maximum, parce qu'après ça, d'autres producteurs peuvent aussi, d'autres membres peuvent aussi emprunter les montants. Et parce qu'il y a le montant et l'argent est généré par tous les membres. Donc, il y a un taux d'intérêt défini par les membres, 5 à 20%, mais globalement, pour nous à Madagascar, c'est 10% mensuel. Ça facilite un peu le calcul par les producteurs de retenir les dizaines derrière les chiffres. Et comme Barfield témoignait au début, donc il y a une caisse sociale qui est alimentée séparément. Donc, dans la photo là, donc, il y a le sac coloré en orange et en bleu. Donc, c'est séparé dans la caissette et c'est utilisé aussi séparément. Donc, caisse sociale, c'est utilisé en cas d'accident ou de maladie. Et à la fin, ça peut être partagé sous forme d'achat groupé d'ustensiles ou d'autres outils utilisés par le groupement. En général, la durée d'une réunion de 15 à 30 minutes. Donc, ils peuvent choisir la matinée, le soir, ou ce qui va pour tout le monde. Et dans la gestion, il y a un carnet individuel pour tous les membres, pour chaque membre. Il y a un cahier de synthèse au niveau du secrétaire et du trésorier.
Et sur la photo aussi, il y a la caissette et il y a les 3 cadenas qui vont fermer les 3 cadenas. Ça va être reparti dans 3 membres différents. Et à la fin du cycle, il y a partage de parts, comme on a mentionné tout à l'heure. Donc, il y a un calcul de cette nouvelle part. Donc, le calcul se fait en totalisant tous les épargnes, les intérêts et les pénalités divisés au nombre de parts. Donc, chaque membre aura ces nombres de parts multipliés par le montant de la nouvelle part. Et après, ça va être démarré aussi le nouveau cycle avec ajustement des nouveaux règlements intérieurs. Et pour la mise en place, la mise en route d'un GVEC, donc ça va démarrer d'une sensibilisation, information du groupement via des visites d'échange ou des partages d'informations par les techniciens ou accompagnateurs. Donc là, s'il y a besoin, donc, on peut passer à l'étape suivante, la formation du groupement proprement dit. Et on prend beaucoup de temps dans l'établissement des règlements intérieurs parce que les règlements intérieurs est la colonne vertébrale du service GVEC. Donc, on entre en détail. Donc, il y a un modèle fourni aux accompagnateurs et pour voir tous les détails à mentionner dans le règlement intérieur. Mais chaque groupement a ses propres règlements intérieurs. Et l'accompagnateur doit aussi être obligatoirement présent au démarrage du cycle, la première réunion. Et là, il fait le recadrage du rôle de chacun, l'application du règlement intérieur et tous les déroulés de la réunion. Et après, la phase suivante, c'est le développement. Donc, les groupements vont passer aux emprunts. Donc, obligatoirement aussi, l'accompagnateur doit être présent à ce moment-là pour pouvoir partager, expliquer, réexpliquer le mode de calcul du taux d'intérêt, les règlements propres aux emprunts, le remboursement et tout ça. Et le dernier, c'est la phase de maturité, la fin du cycle. Donc là, c'est le partage des montants et aussi les intérêts. Donc, ce qui différencie un peu le service GVEC des IMF, c'est que les intérêts, même si à 10%, donc c'est repartagé à tous les membres. Et l'accompagnateur doit donc vérifier à ce stade-là s'il y a besoin de recaler ces phases d'accompagnement dans ces phases de développement, de croissance du groupement ou à faire seulement des accompagnements ponctuels après le démarrage du nouveau cycle, le deuxième cycle du groupement. Et comme enseignement qu'on a tiré quelques perspectives en vue aussi. Donc, les groupements, le service GVEC ne se fait pas en mise en place à lui seul, mais il faudrait toujours un accompagnement derrière. Donc, un accompagnement à toutes les phases. Donc, on a cité là 5 phases, mais c'est le minimum. Mais il y aura aussi d'autres accompagnements que doivent faire par les accompagnateurs. Et là aussi, joue le rôle important d'identification des paysans leaders au sein de ces groupements. Et le point important aussi, c'est la bonne gestion des risques. Là, on a 4 risques qu'on va vous partager. La première, c'est l'effectif de membres qu'on a mentionné au-delà d'une trentaine de personnes, trentaine de membres. Donc, c'est déjà beaucoup pour gérer, pour faire cette autogestion. Et l'achat de parts aussi. Donc, il y a d'autres membres qui ont beaucoup d'argent et qui espéraient de faire des placements au sein du service GVEC. Donc, il faut limiter cet achat de parts à 5 parts par membre pour limiter cet niveau différent de tous les membres, niveau de vie différent des membres. Bien vérifier aussi si les membres sont membres dans d'autres groupements, parce qu'ils peuvent emprunter dans l'autre groupe et dans d'autres groupes aussi. Après, il va disparaître. Donc, c'est un risque à gérer. Et l'autre point, c'est de
partager le contrôle. Donc, les membres ne doivent pas se contenir seulement des enregistrements du secrétaire parce que là, l'erreur est humaine. Donc, il faut encourager les membres à avoir aussi notre enregistrement chez eux à la maison et suivre leur épargne et leur crédit à eux seuls. En tout, ça permet un esprit d'appartenance et de solidarité. Donc, il y a beaucoup de différences sur une organisation paysanne qui a le service GEVEC et une organisation paysanne qui n'a pas ce service GEVEC parce que là, il y a vraiment de l'autonomie au sein de ces groupements-là. Et comme perspective en vue, donc, il faut toujours faire des renforcements de capacité pour de nouveaux accompagnateurs parce qu'il y a des fois les transferts des techniciens, d'autres accompagnateurs. Il y a aussi recrutement de nouveaux accompagnateurs. Donc, il ne faut toujours pas oublier de faire ce renforcement de capacité de nouveaux accompagnateurs-là. Et en tant que manipulation d'argent, il est d'un rôle important aussi d'intégrer des modules sur l'éducation financière pour pouvoir que les membres arrivent à mieux emprunter, mieux gérer les emprunts et mieux rembourser aussi parce que c'est un montant à rembourser au sein du groupement et à la fin du cycle pour mieux investir dans son exploitation pour qu'il ait vraiment une amélioration des conditions de vie du ménage. Et là, joue le rôle important des techniciens, des conseillers sur les enregistrements technico-économiques pour pouvoir faire cette éducation financière-là dans ces services GEVEC. Et il ne faut pas aussi nier que GEVEC et IMF peuvent cohabiter. Donc, GEVEC répond à des petits besoins de financement, mais s'il y a besoin de gros financement comme achat de gros matériel, des motopompes ou des tracteurs ou des choses comme ça, donc là, c'est plus accessible pour le GEVEC, mais il faut déjà passer aux institutions de microfinance pour pouvoir financer ces besoins-là. Et ils ont déjà éduqué au sein du groupement GEVEC, donc ils peuvent facilement accéder à ces institutions de microfinance-là. Donc, voilà le partage d'expérience de Madagascar sur le GEVEC. Merci à vous tous de nous avoir entendus et on est toujours là pour des questions et pour des remarques pour pouvoir aussi apporter d'autres explications. Merci beaucoup, Nelson. C'était très clair. Donc, on va prendre les questions à la fois sur le chat. Ou sinon, vous pouvez aussi lever la main. Alors, je traite une question de Jules au Burkina, pas celui de Côte d'Ivoire. Donc, le GEVEC est-il un service fourni par l'OP ou bien ce sont des initiatives propres entre producteurs? Comment cela a été mis en place comme service interne à l'OP? C'est déjà la première partie de sa question. Il précise qu'au Burkina, les GEVEC existent dans les OP féminines sous différentes formes, mais ce ne sont pas des services qui sont fournis par l'OP elle-même, mais c'est des initiatives vraiment entre productrices. Donc, il voulait, je pense, voir quelle est la différence par rapport à ça à Madagascar. Ah, ok. Merci pour la question. Donc, pour Madagascar, ça a été considéré comme un service parce que l'organisation des producteurs, l'OP, a déjà existé. Donc, c'est un service parmi tant d'autres services aussi. Et là, la mise en place, il y a donc un besoin émis par les producteurs d'abord qu'on a une telle difficulté à un tel stade. Donc, les conseillers, les accompagnateurs, donc, leur proposer qu'il y a un tel service. Pourquoi ne pas intégrer un tel service dans votre OP? Donc, c'est là que naissent les accompagnements sur les services GEVEC. Et c'est pour ça aussi qu'a été démarré
les accompagnements pour la mise en place. Donc, il y a d'abord cet besoin des producteurs et le constat des techniciens sur les difficultés des producteurs pour accéder à ces financements ou pour pouvoir développer leur exploitation agricole familiale. Et là, il y a aussi donc les accompagnateurs donc jouent à partir de là un rôle important pour accompagner le service jusqu'à son terme pour pouvoir être autogéré à la fin par les membres. Donc, oui, il y a une synergie finalement par rapport à la question de Jules. Il y a vraiment une synergie entre l'OP et le service GEVEC et c'est pour ça que c'est un avantage plutôt de l'internaliser dans les services plutôt que de le laisser à côté parce que ça permet de l'accompagner et aussi, comme tu précisais, de bien renforcer les organisations de base. Merci. Est-ce que on a d'autres questions ou on peut, s'il n'y en a pas d'autres, on peut passer à la prochaine présentation. Ok. Alors, Agathe, du coup, je vais te laisser la parole pour nous expliquer l'expérience avec Béatrice de l'épargne intrant au Burkina. Ok, merci Jérémy. Effectivement, Béatrice est là. Nous allons expliquer l'expérience d'épargne intrant au Burkina. Pour dire que, bon, FERT intervient dans les 3 régions, centre-nord, le nord et le centre. Et compte 15 OP, dont 6 Niébé et puis 9 maraîchages, qui se trouvent principalement dans le centre, le maraîchage. Donc, on peut continuer. Allô? Allô? Oui, Jérémy? On entend bien, Agathe. Voilà, merci. Voilà, ok. Juste donc, ta vidéo qui est recouverte si jamais tu voulais l'utiliser, mais c'est pas... Pourtant, je l'ai activée. Bon. Et là, je vais vous parler des étapes de la construction de ce dispositif pour dire que le dispositif même a commencé en 2011 avec la CAP YACO, qui est leur propre initiative. Et ils ont mis en place ce dispositif pour vraiment accompagner les membres parce qu'ils avaient des difficultés et d'avoir des intrants de qualité et au bon moment. Donc, ça jouait beaucoup sur la production des membres. Et ils ont mis ce dispositif en 2011 en faisant l'épargne à 60% par les membres et 40% qui devrait être maintenant financé par une IMF. C'est-à-dire, à leur niveau, c'était la caisse populaire. Et ce dispositif maintenant, avec le partenariat avec FERT qui les a accompagnés jusqu'en 2014 où voilà, les autres coopératives membres de FERT ont voulu aussi mettre en place ce dispositif parce qu'ils ont aussi ce même problème, ces mêmes difficultés. Donc, il y a eu une visite d'échange au niveau de la CAP YACO par les 3 premières coopératives membres de partenaires de FERT. Et ensuite, en 2015, ils ont expérimenté, ils ont mis en place leur système où il fallait épargner à 100% par les membres. Ils n'ont pas voulu prendre le risque de faire intervenir par une IMF. Et ensuite, ce dispositif a continué jusqu'en 2017 où PENSA, suite à des difficultés, le dispositif a été interrompu, arrêté, parce qu'il y a eu problème de gouvernance et ainsi de suite, manque de confiance. Et la CAP YACO, qui malheureusement en 2018 était obligée aussi de mettre fin à ce premier système qui était financé à 40% par l'IMF pour maintenant aller à une épargne de 100% par les membres parce qu'ils ont rencontré une difficulté dans le remboursement. Et donc, en 2019,
Et les autres OP partenaires de FET ont voulu aussi voir et connaître l'expérience de PISLA. Et donc, à leur demande, une rencontre d'échange a été organisée et à laquelle PISLA est venu montrer comment le système évolue à leur niveau, ses avantages et ainsi de suite. Donc, en 2020 maintenant, les OP du centre et de Ziga ont mis en place leur système avec les parts 100% qui continue jusqu'à présent, mais il faut signifier qu'au niveau en 2020, Dablo, compte tenu de la situation sécuritaire, était obligé aussi d'arrêter ce système parce qu'il y avait les déplacements de certains membres et ce n'était pas sécurisé. Voilà, les principes de fonctionnement du dispositif épargne. Voilà, ici, vous voyez l'image, on montre 8 étapes. Et les principales étapes là concernent surtout l'épargne, le moment de l'épargne qui va de décembre à mai. Et c'est vraiment une longue période pour permettre aux membres de pouvoir économiser jusqu'à avoir le montant qui pourrait acheter la quantité d'intrants qu'il ou elle souhaite appliquer sur son exploitation. Et après ça, il y a aussi l'étape la plus importante, c'est la mise en relation. Et la mise en relation avec le fournisseur, voilà. Et après, l'OP maintenant partent à la base, font la restitution et choisit voilà, le fournisseur qui leur convient pour livrer les intrants. Et ensuite, en juin, il y a la synthèse, parce qu'après, il faut faire la synthèse, savoir combien de quantité de sacs d'intrants qu'il faut pour l'OP. Et après cela, ça rentre maintenant la période de négociation entre l'OP et le fournisseur qui aboutit à une contractualisation. Et voilà. Et ensuite, il y a la livraison des intrants, des sacs d'intrants au niveau de l'OP qui maintenant fait la distribution au niveau du village, des membres. Et à la fin, il y a un bilan d'abord au niveau OP et un bilan général qui regroupe l'ensemble des OP et les différents fournisseurs et aussi l'équipe FEP pour voilà, évaluer un peu comment ça fonctionne, les dispositifs, les avantages et la qualité aussi de l'intrant et les difficultés rencontrées pour améliorer la prochaine fois. Voilà, et le dispositif, comment le dispositif se présente. Donc, vous voyez, là, nous avons l'OP qui est au centre et on a les villages. On a les villages. Ensuite, nous voyons le collecteur. C'est le collecteur qui a la mallette d'argent, qui collecte au niveau village. Voilà, les différents collecteurs choisis par l'OP au niveau village sont là pour collecter. Une fois qu'ils collectent, et chaque fin du mois, la collecte se fait régulièrement parce que c'est laissé à la volonté de chaque producteur, de chaque membre. Et au niveau village, c'est collecté régulièrement chaque jour. Et à la fin du mois, le collecteur maintenant vient verser au niveau de l'OP. Voilà, vient verser au niveau de l'OP. Et maintenant, après la rencontre de mise en concertation, en relation avec le fournisseur, l'OP fait maintenant la rencontre avec le comité, et voilà, et pour faire le bilan, et ensuite rencontrer le fournisseur pour la négociation et des modalités du contrat et aussi pour voilà, et la livraison. Donc, ensuite, le fournisseur, il vient, il livre au niveau de l'OP qui maintenant fait la redistribution au niveau des villages. Et là, il y a le conseiller de fête qui accompagne le PR, qui, le PR aussi, sur le terrain, accompagne les collecteurs. Donc, il y a ce suivi-là, ce dispositif de suivi-là qui est mis en place pour vraiment faire un contrôle pour permettre au dispositif de fonctionner et pour le bonheur de chaque épargnant, quoi, pour éviter les difficultés rencontrées par PENSA et puis bon,
CAPIACO aussi à leur début. Là, nous avons les outils. Donc, les outils, vraiment, c'est pour permettre de planifier les quantités qui sera demandées par chaque membre et aussi par l'OP. Et les outils permettent également de suivre les montants de chaque épargnant, voilà, au niveau village et ensuite même au niveau même de l'OP. Et ensuite, les outils, effectivement, aussi permettent d'une façon générale de faire le contrôle. C'est comme je le disais tantôt, le PR est là pour suivre le collecteur au niveau village et contrôler. Et le conseiller aussi, voilà, fait le suivi au niveau collecteur et au niveau de l'OP. Donc, voilà l'objectif de ces outils. Et nous voyons ici un carnet d'épargne qui est tenu par l'épargnant, mais c'est signé par le collecteur. Voilà. Une fois que c'est rempli, le collecteur signe comme quoi l'épargnant a déposé tel montant. Et le cahier du collecteur, maintenant, à ce niveau, au même moment, le cahier du collecteur aussi est renseigné, le nom de l'épargnant, le montant qu'il ou elle a déposé. Et en ce moment, c'est l'épargnant qui signe au niveau du cahier du collecteur pour que, voilà, voici, pour pouvoir permettre à chacun de suivre et pour éviter les suspicions, éviter n'importe quel souci de part et d'autre. Voilà. Maintenant, quand on regarde au niveau des enseignements et perspectives, on voit d'abord au niveau du tableau qu'il y a un intérêt aux membres vraiment de faire partir de ce système, d'adhérer à ce système. Et ce qui fait que vous voyez les chiffres en 2019, on voit de 2019 à 2021 que le montant des épargnes augmente. De 31 000 €, on est passé à 127 000 €. Et en même temps, on voit aussi que les quantités d'intrants achetées par la coopérative pour ses membres aussi augmentent de 56. En 2019, on va jusqu'à 220. Et quand on regarde le nombre d'épargnants, là-bas, voilà, on peut dire que ça évolue un peu en dents de scie, compte tenu en 2020, le nombre a diminué parce que Dablo en 2020 n'a pas fait ce système, n'a pas épargné compte tenu de la situation sécuritaire. Et comme on l'a dit tantôt, il y a Persa aussi qui n'a pas, dont le système est arrêté entre-temps. Et voilà. Et donc, en 2021, on voit que, voilà, il y a beaucoup plus de participants parce qu'au niveau de la CAPIACO, les gens qui avaient perdu confiance sont revenus. Et au niveau du centre, voilà, c'est un système vraiment qui évolue bien au niveau du centre et pour l'instant. Donc, c'est ça qui justifie ces chiffres-là. Donc, c'est pour dire qu'il y a un intérêt pour ce système-là au niveau des OP. Maintenant, quel facteur de réussite? Il faut vraiment que l'OP mette en place des outils qui permettent de rassurer les épargnants, voilà, sur voilà, la sécurité de leur épargne, et aussi que l'OP vraiment donne de la confiance, que les leaders vraiment montrent voilà, une confiance vis-à-vis de ces producteurs-là par rapport à la tenue de leur épargne. Voilà, et il faut aussi professionnaliser le système, et c'est là que vient l'accompagnement de FERC et la mise en place de ces outils et les bilans qui sont menés en fin de campagne pour évaluer, voilà, faire une évaluation et voir là où ça n'a pas marché pour effectivement trouver des solutions pour renforcer le système, pour sécuriser l'épargne des membres. Et ensuite, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'OP fait tout pour respecter les échéances saisonnières pour que les épargnants puissent avoir les intrants de qualité au bon moment, voilà, pendant le cycle.
Sinon, après, c'est compliqué. Donc, voilà les 3 facteurs de réussite qu'il faut vraiment mettre l'accent. Maintenant, comme perspective, vu le fait que nous sommes dans certaines OP sont dans des zones vraiment où la sécurité pose problème. Et au niveau de PISLA, par exemple, ils ont mis en place un système crédit intrant. Et ce système crédit intrant, c'est pour permettre à ceux qui n'ont pas pu épargner, et au moment de ceux qui n'ont pas pu épargner, de pouvoir voilà, exprimer leurs besoins pendant la production pour avoir des intrants et pour leurs exploitations. Et à ce niveau, bon, c'est ouvert également à tout le monde, et pour les déplacés et pour les autres membres des OP et non déplacés aussi. C'est aussi un autre système palliatif pour voilà, aider certains membres de l'OP qui n'ont pas beaucoup de revenus à épargner. Et deuxième perspective, c'est actuellement, ils sont en train de mener la réflexion pour voir dans quelle mesure associer l'épargne sémence et l'épargne phytosanitaire à ce dispositif-là. Parce qu'il faut le dire, en ce moment, actuellement, le dispositif épargne intrant concerne uniquement que l'engrais et non les autres. Merci. Voilà, je m'arrête là et je passe la parole à Béatrice qui va nous faire son témoignage. Et après, s'il y a des questions, nous sommes disponibles à apporter plus de précision. Merci. Béa, je te laisse. Bonjour. Oui, Alula Béatrice Bonkoumou. Je suis Béatrice Bonkoumou. La coopérative Son Lapanga, je suis PR de la coopérative Son Lapanga, qui veut dire l'entraide fait la force de Pabré. Je suis la gestionnaire de l'épargne intrant au niveau de l'OP. Donc, en tant que PR, elle apporte des formations reçues aux autres membres, à ses pairs au niveau de l'OP. L'OP compte 63 membres, toutes des femmes. Donc, après, la culture, c'est comment faire pour avoir le bon engrais. Au début, elles achetaient de l'engrais qui n'était pas de bonne qualité parce que c'était fait de façon individuelle. Donc, après cela, ils sont venus voir FERT pour que FERT les accompagne à pouvoir mettre en place ce dispositif. Après avoir exprimé leurs besoins à FERT a essayé de les mettre en relation avec la CAP Yaco pour une rencontre d'échange d'expérience. Après cette rencontre, elles sont allées rendre compte à tous les membres de l'OP. Donc, après cette rencontre de restitution, immédiatement, ils ont mis en place le système, puisque c'est adhéré, les gens ont approuvé le système. Ils ont mis en place le système et maintenant, chacune devrait épargner au moins 1000 francs en allant, à partir de 1000 francs. Dans chaque village, on choisit un collecteur et elle, en tant que gestionnaire principal du système, elle fait le suivi au niveau village. Donc, après la collecte, voilà, l'OP lance la commande au niveau régional, exprime le besoin à la présidente régionale qui vient vers FERT pour maintenant, ensemble, on essaie de lancer la commande à travers d'abord les négociations entre l'OP,
et le fournisseur. Donc, on a dit, on parle comme un il y a war rare, mam yeba din zinna me ye il y a war ngese yona son tame kapusi on yeba din zinna ngese. Donc, quand la commande est lancée, le jour de la livraison des intrants, elle, en tant que responsable, est présente pour réceptionner les intrants, vérifier la qualité des sacs, le nombre des sacs, et ainsi de suite. Après, elle appelle les responsables de chaque village et elle donne l'information et leur demande de passer pour récupérer leur sac. Donc, voilà, donc après la livraison et la distribution aux membres, elle en tant que PR maintenant fait encore ce rôle de surveillance, bon, d'appui conseil sur le terrain au niveau des exploitations pour montrer comment on doit utiliser voilà, l'engrais, comment appliquer l'engrais sur le terrain. Donc après ça, ils font le bilan au niveau OP. Ni bilan kan no ko le ton le da mana bilan pere sunane ferte union régionale la coopérative la ma fa tout zini gese wala parler re albolo wana bilan ya wana aya. Donc, après ce bilan au niveau OP, il y a un bilan global qui est aussi fait avec l'ensemble des OP. Donc, l'avantage de ce dispositif est que elle, en tant que membre, ils arrivent à avoir de l'engrais de qualité au bon moment et à un prix raisonnable. Et ça leur permet le fonctionnement, le dispositif leur permet d'avoir des relations avec les fournisseurs à travers la rencontre de mise en relation et puis même les échanges de négociation du contrat. Les passé voilà ton da koda ton ni birga yare to kami ya tote duna ton ni hectare ya birga yon wana da photo ni hectare pour et à travers ce dispositif ça fait que en amont chaque productrice qui veut épargner évalue d'abord la superficie de son exploitation et calcule la quantité d'intrants nécessaires. Voilà, pour son exploitation. Donc, ça leur permet, ce dispositif-là leur amène à faire ce travail-là. Donc, c'est vraiment aussi un élément important qu'il faut souligner. La formation, faire formation, qui t'amène, tout le temps, boudé, tout le temps, la serre, tout à fait, formation, tout le temps, bouta, kantiga yar ne wolma dan to ton me la parle fa pas na donc ko donc elle termine pour dire que voilà l'accompagnement de fait sur les différentes formations itinéraires techniques sur le conseil agricole leur permet maintenant vraiment de mieux exploiter leur exploitation et vraiment d'avoir des rendements meilleurs. La trompe tu zule gazine la kazule c'était toxé kazule vous dati elanti a pipi singra ne bara kawo vous la ma o geta ngora ya vous ne ba men son le ba vous ti ko hande hinga pipi wa tonda la tara ne pista la taro début de 2020 est on pas ma piso la zaka yo lo piso pour la 2020 yo lo kwa la pisla nase 2021. Donc, elle ajoute une précision par rapport à l'évolution positive de ce système-là au niveau de leur coopérative parce qu'en 2020, ils ont pu acheter 79 sacs et en 2021, 124 sacs. Et au niveau même aussi des membres, en 2020, c'était 33 membres qui ont épargné et cette année, ça fait 66
membres qui ont épargné. C'est juste pour donner l'évolution. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'elle avait à dire. Maintenant, s'il y a des questions d'éclaircissement, elle est disposée aussi à répondre. Merci. Ok, merci beaucoup Agathe et Béatrice pour ce témoignage. C'était très intéressant. Alors, on a déjà des questions sur le chat. Alors, si quelqu'un a une question, je ne vois pas de main levée, mais donc je vais lire la question en attendant. Alors, question de Anitra pour le Burkina. Est-ce que les collecteurs travaillent bénévolement pour l'OP ou comment faites-vous pour les dépenses liées à la collecte des fonds? Pour l'achat, comment faites-vous pour les dépenses liées à l'achat et à la distribution des intrants aux membres? Quels critères ou conditions ont défini les membres pour sélectionner les collecteurs? Est-ce qu'il y a des risques que le fonds collecté soit détourné? Quelles sont les mesures d'accompagnement pour éviter ces risques de détournement? Donc, ok. Donc, Sokradame, on dit est-ce que les collecteurs d'Amba, tout d'Azalam, des brouillards de la mer? Donc, pour les collecteurs, c'est du bénévolat. Il n'y a pas une rémunération. Maintenant, les critères, il y a un collecteur d'Amba Villa. Donc, par rapport aux critères de sélection, il choisit d'abord les PR, il faut savoir lire et écrire, voilà, et ensuite, et puis c'est des gens qui leur font confiance, qu'elles font confiance parce que bon, elles se connaissent dans les villages. Et maintenant, tourner épargne, il y a un mandat qui dit que ton représentant à Soma, qui n'est pas abordé, qui est ouvrier. Ton tarkan, tu suives des petits, il faut un qui se ligue là. Ni n'en a faut ligue là, si de me. Voilà, il faut carrément, faut me signer mes nègres. Donc, voilà, pour le risque de détournement, c'est comme, voilà, on le disait tantôt, il y a les carnets. L'épargnant a son carnet, c'est elle qui détient son carnet, mais quand c'est renseigné, elle, en tant que collectrice, elle signe. Et au niveau du cahier de la collectrice, par exemple, elle, quand c'est renseigné aussi, c'est l'épargnant, la productrice qui signe pour être sûr que c'est son montant épargné là qui se retrouve aussi dans le cahier de la collectrice. Et ensuite, chaque mois, elle en tant que gestionnaire du système, fait le suivi régulièrement aussi dans les villages auprès de ces collecteurs-là. Et chaque mois, elle collecte le tout et elle vient maintenant verser à l'OP qui met dans le compte de l'OP. Donc, chaque mois, l'argent collecté est déposé dans le compte de l'OP. Donc, tout ça, c'est pour éviter que bon, le collecteur ou la collectrice garde longtemps l'argent avec elle et ensuite, ça peut amener d'autres soucis. Voilà. Et l'argent aussi est mis à la banque pour éviter que, voilà, au niveau de l'OP aussi, quelqu'un ait ça à sa disposition facilement. D'accord. Donc, c'est qu'on a pas mal de questions sur ces collecteurs, finalement, je vois dans le chat. Donc, c'était, désolé Sylvia, je n'avais pas vu ta main levée. Je pense que Agathe vient à peu près de répondre aussi en apportant des précisions sur le rôle des collecteurs, qui est vraiment dans les villages, aller collecter l'épargne des membres de l'OP et faire le pont entre l'OP et tous ceux qui sont dans les villages. Je pense que Sylvia, si tu veux avoir plus de précision, tu peux nous dire, mais je pense qu'elle a à peu près répondu. Alors, je vais prendre juste deux dernières questions. Donc, je vois que Jules, donc de Côte d'Ivoire. Je voulais ajouter que par rapport effectivement à l'épargne là, pour le fonctionnement de la coopérative, chaque producteur, en récupérant son sac, ajoute 250 francs.
Et ce sont de l'argent, le surplus de 250 francs là, ça constitue des fonds pour l'OP. Et le carnet aussi est payé à 200 francs par l'épargnant. Donc voilà un peu, voilà, un petit plus pour permettre à l'OP de fonctionner aussi de façon administrative. D'accord. Donc, la question de Jules, ça concerne, je pense, le dispositif de crédit intrant pour les membres qui n'ont pas pu épargner. Donc, ça, c'est vraiment une expérience encore très limitée. Il n'y a qu'une seule OP, il me semble que c'est celle de Piscilla hein, qui a mis ça en place. Oui. Donc, il demandait, en gros, c'est quoi est-ce qu'il y a un taux d'intérêt et comment ça fonctionne globalement. OK. Sinon, je peux? Oui, vas-y. Allô? Voilà, sinon, pour le crédit intrant, effectivement, c'est PISLA pour le moment qui met ça en œuvre. Et c'est un crédit qui permet aux membres et aux déplacés de pouvoir avoir des intrants pendant la production. Et c'est l'OP achète l'intrant, le membre et vient, il paye 55%, voilà, et les 45% là, le bénéficiaire, le membre paye ça à la récolte. Donc, il n'y a pas d'intérêt en fait. Il n'y a pas d'intérêt. C'est juste un dispositif aussi pour venir en aide, voilà, à ces membres qui n'ont pas cette possibilité de pouvoir épargner parce que des fois, c'est très difficile pour certains, même en dehors des déplacés, même au niveau, certains membres même ont des difficultés de pouvoir épargner les 1000 francs jusqu'à avoir la quantité qu'ils souhaitent. Donc, c'est vraiment un autre dispositif à côté pour accompagner ces membres-là. Mais sinon, il n'y a pas d'intérêt. OK, très bien. Merci beaucoup, Agathe. C'est très clair. Donc, on va passer on va continuer les débats après. Hein. Donc, on va passer au troisième temps de ce webinaire avec un partage d'expérience de la part de Jean-François. Donc, Jean-François, je vais te passer la parole maintenant pour nous partager un peu ton expérience, ton regard sur tout ce qui vient de se dire aujourd'hui dans ce webinaire. Merci Jérémy. D'abord, grand merci à ces témoignages qui étaient tout à fait passionnants, intéressants et riches. En même temps, j'ai beaucoup appris et puis c'est toujours la même chose. En écoutant les autres, on est amené à se poser des questions soi-même sur la façon dont on procède et c'est intéressant. Et finalement, en écoutant les uns et les autres, je me suis dit que qu'on soit en France, à Madagascar, au Burkina ou dans d'autres pays, ça reposait d'abord sur le fait de vouloir emprunter ou épargner. Ça reposait sur finalement la connaissance qu'on avait des uns et des autres, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse se faire confiance. Il y a une forme de solidarité qui naît entre les uns et les autres. Et ça passe aussi par un respect des engagements ou de la parole donnée. Mais en tout cas, c'est important et la confiance qui peut exister. On va pas, il me semble difficile, enfin, chez nous, on ne va pas pouvoir prêter de l'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on ne va pas non plus emprunter si finalement on ne se retrouve pas dans un groupe avec lequel on a confiance. C'est un élément qui est important. Et c'est vrai que le groupement, l'organisation dans laquelle on va être, il ne faut pas oublier non plus que ce n'est jamais qu'un moyen. Ce n'est pas le groupement. Ce qui compte, ce sont les membres, les agriculteurs, les agricultrices qui sont à l'intérieur de ce groupement. C'est eux qui font vivre ce groupement, c'est eux qui permettent la confiance et ça repose essentiellement sur eux. Donc ça, c'est le premier point, ça me semble
important. Et puis après, je me suis posé des questions. C'est vrai qu'il y a un partage entre producteurs, c'est-à-dire que pour pouvoir prêter de l'argent quand quelqu'un demande de l'argent, ne plus que parce que c'est pour acheter des engrais, encore faut-il être sûr que cet argent, il va pouvoir le rembourser. Donc, ça suppose qu'il a un niveau technique qui va lui permettre de produire, de bien produire, et aussi d'être en mesure de rembourser. Derrière ça, ça pose aussi la question du technicien qui va nous accompagner et qui finalement nous connaît. Je pense que le technicien peut avoir un rôle important aussi dans l'accompagnement pour m'aider aussi à analyser mes besoins. Finalement, pourquoi épargner, pourquoi emprunter? Si je veux emprunter, c'est parce que finalement j'ai envie d'investir, mais dans une production, mais finalement combien ça va coûter et combien ça va me rapporter. Ça veut dire que l'autre question, alors traduit en d'autres termes, c'est finalement le fait d'emprunter, ça va générer une charge, c'est sûr, mais en même temps, c'est pour une production donnée. Cette production, finalement, qu'est-ce que je vais mettre en jeu? Il va y avoir des semences, il va y avoir du travail, il va y avoir des engrais, il va y avoir un certain nombre de choses. Et puis, de l'autre côté, il va y avoir un produit. Et entre les deux, il va me rester une somme. Et c'est cette somme qui va me permettre de rembourser mon emprunt. Est-ce que je suis capable de le rembourser? C'est aussi un élément important. Puis, bon, on peut se poser la question aussi, parce que quand on a peut-être un certain âge, on est peut-être plus à l'aise financièrement et on peut peut-être aussi avoir à cœur à dire, mais autour de nous, il y a des jeunes qui n'ont pas forcément, qu'on connaît, qui sont bien formés, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Et finalement, c'est peut-être là où c'est intéressant d'épargner, parce qu'on peut peut-être aussi aider ces jeunes qui ont besoin d'emprunter. Il y a aussi un certain nombre de questions là-dessus. Enfin, je serais content de voir comment vous réagissez par rapport à ça. Et puis finalement, tout ça peut se faire aussi de façon progressive. Je dis progressive parce que ça passe par la connaissance qu'on a des uns et des autres. Alors d'abord, on connaît quelques personnes, et puis le groupement peut grandir, et puis il y en a d'autres qui arrivent, et finalement, il y a une confiance mutuelle plus grande encore qui naît. Et puis, si le groupement est important, il peut y avoir aussi, on est accompagné techniquement par un ou des techniciens qui peuvent aussi participer à cette confiance. Ils ont aussi un rôle important à jouer, ou ils peuvent avoir un rôle important aussi à jouer. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, en même temps, puisqu'on parle finalement de faire vivre nos productions, d'être capable d'acheter, de vendre, de finalement dégager un revenu sur nos productions, c'est aussi important peut-être de mieux comprendre le marché. Parce que finalement, si je veux emprunter mais jamais gagner d'argent, ce n'est pas un bon truc. Et puis finalement, j'emprunte mais que je vends, et que finalement sur le marché, je suis soumis à des collecteurs ou à des gens qui finalement ne respectent aucune règle, ça peut être aussi gênant. Donc il y a une notion de... C'est aussi important de savoir finalement auprès de qui on va acheter, auprès de qui on va vendre, et finalement mieux connaître ses acheteurs, c'est aussi un élément important, mieux connaître les gens auxquels on vend, et puis on va s'apercevoir que finalement on est sur une espèce de chaîne. Et finalement, la personne à qui on vend sa production, peut-être un collecteur ou un autre, il faut aussi essayer de comprendre finalement quel est son marché, comment tout ça fonctionne, parce que finalement, on a intérêt aussi, on se rend compte que c'est sans doute important que les uns et les autres, on puisse vivre. C'est-à-dire que le client à qui on vend, il a besoin de vivre. Ce n'est pas la peine d'essayer de vendre de façon excessive et trop chère, parce que ça se trouve, il ne pourra plus acheter. À ce moment-là, la production ne sera pas vendue. Puis quand on achète des engrais, on a aussi intérêt à essayer de connaître ses acheteurs, de connaître la qualité de ses produits. Et il a aussi intérêt à nous respecter.
Et en même temps, peut-être que finalement, le fait de se regrouper va permettre d'acheter des engrais de meilleure qualité, peut-être d'avoir des prix plus bas, parce que finalement, quand on se regroupe, on est capable d'acheter de plus grandes quantités, peut-être de les recevoir à un endroit donné, puis ensuite de se les répartir, de tous payer au même moment. Tout ça peut aussi abaisser les coûts de production. Voilà. Ce que vous venez de raconter sur le financement des exploitations pose un certain nombre de questions. C'est jamais fini, mais c'est un sujet très important parce que il est au cœur de la vie de nos exploitations, finalement. C'est vrai que qu'on soit à Madagascar, au Burkina ou ailleurs, on va avoir des problèmes de financement de ces activités, mais qu'on soit aussi en France, toute proportion gardée, on va aussi connaître les mêmes problèmes de financement. Et donc, c'est important de connaître son environnement pour essayer de travailler le mieux possible. Voilà les réflexions que vos interventions m'inspirent. Merci beaucoup, Jean-François. C'est très intéressant de t'écouter là-dessus. Peut-être qu'on peut, moi on me pose aussi quelques questions de ton intervention, mais peut-être qu'on peut laisser les participants peut-être réagir déjà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça ou... Oui, en attendant que les personnes se manifestent dans ce que tu dis, il y a quelque chose aussi qui m'interroge. C'est vrai que ça n'a pas été abordé là pendant les interventions, mais c'est sur justement aider les jeunes agriculteurs. Je ne sais pas alors, si dans le cas des GEVEC ou de l'épargne intrant au Burkina, c'est quelque chose qui est pensé au sein des OP, d'orienter un peu ces dispositifs pour permettre aux jeunes de mieux s'intégrer dans les OP et de démarrer leurs activités professionnelles pour soit emprunter dans un GEVEC ou avoir des facilités dans de l'épargne intrant. Ou Jérémy, c'est peut-être aussi une préoccupation au sein de la famille. C'est-à-dire que souvent, on est paysan de père en fils ou en fille, et c'est finalement comment on va aider nos enfants à s'installer et à pouvoir vivre de leurs activités. Ça passe par quoi? Totalement, oui. Alors peut-être qu'on peut laisser, je ne sais pas si Noëlson, tu as une réaction par rapport à ces questionnements-là? Puis autrement, ce sont des questions qu'on peut aussi se poser quand on est technicien et qu'on accompagne des producteurs et qu'on regarde des productions, qu'on vit avec des agriculteurs. C'est des questions qu'on doit peut-être les aider à se poser ou sur lesquelles on doit être préparé à être interrogé. Comment je lance mon exploitation des enfants qui posent la question à leurs parents? Oui. Et, c'est pour le GEVEC, donc c'est là que je suis aussi, comme a dit le président de FERT là, que je joue aussi le rôle d'un accompagnateur pour les jeunes pour démarrer son exploitation ou pour investir plus aussi dans son exploitation. Donc, c'est important aussi d'avoir aussi aux techniciens des références technico-économiques ou des orientations référentielles pour pouvoir canaliser les investissements des jeunes parce que les jeunes, ils ont des ambitions, ils ont aussi des visions, des rêves à réaliser. Donc, les accompagnateurs doivent avoir les outils nécessaires pour les accompagner. Donc, parce que là, les outils sont déjà là. Il y a le GEVEC, il y a aussi les épargnes intrants qu'on m'a partagé Burkina Faso. Donc, voilà. Merci Noëlson. Agathe, ça t'inspire quelque chose aussi?
du Burkina, allô? Au niveau du Burkina, je pense que dans le dispositif, l'accompagnement est là, et à travers même par FED qui accompagne et les PR qui accompagnent les collecteurs au niveau village, et aussi le fait de pouvoir faire ces rencontres bilan aussi permet de corriger, voilà, certaines erreurs qui facilitent les choses, et pour les producteurs et pour l'OP aussi. Et je pense que, bon, maintenant, c'est vrai qu'au niveau pour ce dispositif-là, c'est ouvert à tout le monde au niveau de l'OP, que tu sois jeune, voilà, personne âgée, voilà, c'est ouvert. Et chaque personne peut, voilà, épargner comme il veut et comme il peut pour avoir l'intrant nécessaire pour son exploitation. Et ça, c'est important parce que, surtout quand on prend les jeunes, ce n'est pas évident de pouvoir mobiliser au moment voulu une forte somme pour aller, voilà, acheter. Merci Agathe. Je vois que Jean-François, tu lèves la main à nouveau, tu veux intervenir? Oui. Pour revenir, enfin, moi, ma préoccupation première, c'est le revenu des producteurs, d'une manière générale. Mon revenu à moi, comme producteur, et mon revenu, finalement, c'est jamais qu'une différence entre des produits, ce que je vais vendre, et des charges, ce que je vais acheter. Et donc, c'est ce qui va me permettre de rembourser. Si j'emprunte, c'est ce qui va me permettre de rembourser. Et si finalement, j'ai un revenu qui est suffisamment élevé, je vais épargner, c'est-à-dire mettre de côté. Mais au-delà de ça, quand j'achète, j'ai un certain nombre de fournisseurs. Et moi, je trouve important qu'au niveau des fournisseurs, on ait une bonne connaissance des gens auprès de qui on s'approvisionne. Alors, je voulais savoir à ce niveau-là, bon, si ce travail-là, c'était le producteur qui le faisait, si finalement c'était le technicien, si finalement on déléguait ça à une représentation, enfin c'est l'organisation des producteurs. Et puis sur les ventes, c'est la même chose. Il semble important, alors soit on vend de façon individuelle, ou soit on cherche à vendre de façon collective pour mieux vendre, mais quelle connaissance finalement on a de son marché. Et c'est important aussi de se projeter à ce niveau-là, parce que si on ne connaît pas le marché, si on ne comprend pas, effectivement, on risque à un moment donné de ne pas pouvoir vendre. On a toujours intérêt à essayer de mieux comprendre ce qui se passe aussi à ce niveau-là. Je voulais savoir finalement, dans cette compréhension-là, à la fois sur les résultats de l'exploitation, le revenu de l'exploitant, et puis d'un côté, les achats, de l'autre côté, les ventes, finalement, quels moyens on se donnait pour mieux comprendre ces besoins de financement, finalement. Alors, tu adresses cette question à qui? Aux participants de la table ronde, ceux qui sont exprimés. Voilà, ce sont des questions que je pose aux agriculteurs ou aux techniciens qui sont autour de cette table, et notamment à nos amis malgaches et burkinabés qui se sont exprimés. Traduisez bien, laissez le temps de traduction peut-être que les producteurs puissent répondre. Ou j'étais trop complexe, non? Noël-son Agathe, est-ce que vous pouvez traduire à vos producteurs? Oui, ça tombe la traduction. Allô, oui? Oui, est-ce que vous avez eu le temps de traduire? Oui, j'ai déjà traduit à Béatrice qui est là. Ok, donc est-ce que Béatrice ou Barbel veulent prendre la parole par rapport à cette question? On est encore en train
faire la traduction par film. Donc après, ils peuvent réagir. Ok. Oui, moi, ce qui me questionnait aussi dans ton intervention, Jean-François, c'est peut-être est-ce que il y a en tout cas dans le cas du Burkina, avec l'épargne intrant et ses relations avec les fournisseurs, est-ce qu'il y a des moments où les acteurs, les agriculteurs se disent bah, peut-être que c'est pas le moins cher, mais bon, en fait, on va investir dans cette relation sur le long terme parce que c'est lui qui accepte qu'on ne paye pas tout de suite, qu'on paye après. Ou ça, ce serait intéressant de voir si finalement le prix qui est offert par un fournisseur, justement, c'est plus le seul critère finalement de sélection et qu'on commence aussi, bah, vu qu'on essaie d'avoir cette logique de filière et de convergence d'intérêts, à peut-être avoir d'autres logiques pour investir dans le long terme, quoi. Pour traduire différemment ta question, et de façon peut-être plus réductrice, finalement, la confiance dans un fournisseur ou dans un client, qu'est-ce que ça veut dire? Ça repose sur quoi? Qu'est-ce qui va faire que finalement, je vais faire confiance à mon fournisseur ou je vais faire confiance à mon client dans le temps? Ok, donc je pense que Agathe, oui, vous êtes prêts? Oui. Je vous laisse réagir. Oui, au niveau du Burkina, bon, c'est pour dire que et par rapport à l'accompagnement du technicien, tout de suite, elle disait que elle, en tant que voilà, PR, elle a une connaissance, elle maîtrise déjà ce dispositif-là en tant que collectrice et en tant que voilà, gestionnaire général du dispositif. Et le fait aussi que sur le terrain, elle montre comment utiliser et voilà, l'engrais. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour elle, le fait que s'implique et organise avec l'OP, avec les OP, et la rencontre de mise en relation leur permet de connaître d'abord les différents fournisseurs qui existent au niveau de leur localité et même au niveau du Burkina, puisque les fournisseurs, ils viennent, ils se présentent, ils présentent leurs différents produits et aussi la qualité de chaque produit. Et ils échangent par rapport, déjà même à cette rencontre, ils échangent sur le prix du sac d'intrants. Et en fonction des prix que le fournisseur propose, c'est sur cette base maintenant, en retour au niveau de l'OP, que l'OP, tous les membres maintenant vont ensemble choisir le fournisseur avec qui ils veulent acheter leurs intrants. Et par rapport à la confiance, c'est que bon, et déjà il y a cette rencontre qui leur permet de se connaître. Et après, il y a les rencontres entre l'OP et le fournisseur, la rencontre de négociation et voilà, et de planification de la livraison, les périodes de la livraison, et puis le paiement et tout et tout. Et une fois que ça c'est respecté pour la première fois, je pense que déjà le respect de ce contrat-là donne confiance de part et d'autre au niveau fournisseur et au niveau de l'OP de maintenir déjà cette relation, quitte à ce que à la campagne prochaine, lors de la rencontre de mise en concertation en relation là, que l'OP peut-être peut changer de fournisseur, mais pas par manque de confiance, mais peut-être par l'intrant qu'il propose, par la qualité et le type d'intrant qu'il propose. Parce que des fois, les fournisseurs, là, ils n'ont pas chaque fois les mêmes intrants, le même type d'intrants chaque année. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Est-ce que tu as autre chose à dire? C'est bon, c'est ça? Bon, voilà. Donc, vraiment, la confiance, là, ça dépend du début et aussi de ce que le respect du contrat de part et d'autre. Merci.
Oui, La parole à Barbel, et puis après, on va falloir conclure, hein, peut-être. Oui, Parfil a aussi donné son opinion là. Donc, pour lui, donc, la coexistence de cette confiance entre client et fournisseur, c'est vraiment essentiel. Pourquoi il met le poids plus pour les clients? Parce que les clients, il va vendre avec le client, donc c'est le client qui va lui payer après. Donc, c'est important pour lui d'être bien payé, d'être bien rémunéré. Et pour les fournisseurs, donc pour lui, c'est que c'est lui qui va acheter. Donc, pour lui, ils peuvent avoir les décisions nécessaires, avoir le choix nécessaire à qui ils peuvent mettre les confiances là. Et donc, pour lui, le plus important, c'est la relation avec les clients parce que là, c'est le client qui va lui payer avec un bon prix, en espérant un bon prix comme ça. Quelque chose à ajouter? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je pense que oui, effectivement, on a légèrement dépassé notre temps, donc on va conclure tout ça. Je pense que sur la synthèse des échanges, l'intervention de Jean-François a été plutôt... je pense que tu as bien fait, tu as bien synthétisé un peu tout ce qui s'était dit. On a vu aujourd'hui des dispositifs d'épargne crédit locaux qui marchent, mais vraiment grâce à cette confiance qui se construit, à cette progressivité aussi dans la mise en place et à des règles assez fortes. Mais on a vu que ce n'était pas non plus des chemins linéaires, que on voit dans le cas du Burkina qu'il y a eu des hauts, des bas, je suppose pour les GVEC aussi. Donc c'est vraiment des processus itératifs qui se mettent en place progressivement. Et avec un accompagnement, on l'a vu aussi dans les deux cas, particulièrement important. Du coup, alors Amandine vient de nous partager sur le chat un lien vers un formulaire qui va vous permettre du coup d'évaluer très rapidement ce webinaire avec votre appréciation générale, puis ensuite les 3 idées que vous gardez et puis les points à approfondir pour vous dans votre propre action pour la suite. Et ça nous permettra aussi de synthétiser un peu plus tout ce qui s'est échangé aujourd'hui. Donc, le prochain webinaire, ça sera donc le 22 avril prochain. On tient notre rythme. Et donc, le sujet, ça sera donc les systèmes suivi-évaluation, système d'information des OP. Quoi suivre, pourquoi et comment suivre et valoriser. Donc, je pense que ça sera notre spécialiste sur la question, Augustin, qui fera l'animation de ça et qui nous en dira plus dans les prochaines semaines. Donc, je vous remercie déjà, les intervenants, pour votre temps, votre patience, vos explications. Et je vous remercie à vous d'avoir participé à ce webinaire. Et pour certains d'entre vous, on se croise dans les couloirs et pour d'autres, on se voit lors du prochain webinaire. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir, à Merci bientôt. beaucoup, Jérémy. Merci, au revoir à tous. Merci. Maintenant, c'est venu. Alors que je l'avais activé depuis.